avancées, mais aussi du recul en matière de droits de l'homme au Bénin depuis l'avènement du régime de Patrice Talon. Aujourd'hui, dans les locaux de Amnesty International, pour passer en revue les droits humains au Bénin ces 5 dernières années. Et mon invité, Glory Syriac Rosso, est coordonnateur médias et surveillance des droits humains. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci de nous faire l'honneur de nous interviewer sur ces questions sur lesquelles nous travaillons. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'a donné votre surveillance ces 5 dernières années? Alors, l'activité de surveillance de la situation des droits de l'homme au Bénin ces 5 dernières années n'a pas été de tout repos. Nous avons eu à analyser des situations de violation des droits de l'homme sur les 5 dernières années. Et nous avons également documenté des situations qu'on peut qualifier de réelles avancées pour les droits de l'homme au Bénin et pour notre État, le Bénin. Alors, pour démarrer, partons déjà des avancées en matière de droits de l'homme sous le régime du nouveau départ. Alors, les avancées sous le régime du président Patrice Talon ne sont pas très nombreuses, mais on va quand même les évoquer très rapidement. Il faut dire que le Bénin a fini par commuer les peines des condamnés à mort qui séjournaient dans le couloir de la mort à Misrété. C'était une recommandation internationale et des plaidoyers sur plaidoyers qu'on avait menés pendant des années. Et l'aboutissement heureux est arrivé en février 2018, où le gouvernement a pris un décret en Conseil des ministres qui vient désormais commuer la peine de ces condamnés à mort là, qui séjournaient dans le couloir de la mort. Le dernier là avait fait au moins 20 ans en prison, et donc c'était un soulagement pour ces condamnés à mort là qu'on a été rencontrés dans la plus grande prison du Bénin à Misrété, juste après la prise de ce décret là. On les a rencontrés, nous ont dit toute leur satisfaction et toute leur reconnaissance également pour les actions qu'on a menées pour qu'il ne soit pas exécuté. C'est vrai que le Bénin a ratifié le second protocole sur les droits civils et politiques qui a aboli la peine de mort en 2012, et que la Cour constitutionnelle du Bénin également a rendu une décision en 2016 qui rend l'application de la peine de mort caduque dans notre droit positif au niveau national. Mais on ne comprenait pas comment ça se faisait que le Bénin étant parti à ce protocole-là qui interdit aux États qui le ratifient d'appliquer la peine de mort sur le territoire, continuait d'avoir encore dans ces prisons des gens qui étaient condamnés à mort. Ils étaient au nombre de 14, le dernier a fait au moins 20 ans en détention, et ces personnes étaient dans une sorte de stress permanente et de torture morale qu'on leur faisait subir, parce que il y avait un d'entre eux qui nous avait dit, quand on l'a rencontré après ces décisions-là du gouvernement, qui nous avait dit que l'attente de la mort est pire que la mort elle-même, et que pendant plus de 20 ans, il est resté là se demander est-ce qu'il sera exécuté aujourd'hui ou demain ou après le déjeuner ou après le dîner. Et donc cette décision qui est la résultante d'un long moment de plaidoyer et qui est à l'actif du régime et qui est Patrice Talon. Absolument à l'actif du régime que nous le disons aujourd'hui, vient soulager quelque peu ces 14 condamnés, ex-condamnés à mort aujourd'hui, et leurs familles également, parce que la plupart ils n'ont pas vécu auprès de leur famille depuis 1998. Il y en a qui n'ont pas vu leurs enfants depuis, les enfants ont totalement grandi, et donc voilà une première nouvelle, une première avancée. D'autres avancées on peut évoquer. Oui. Une autre avancée, c'est l'installation de la Commission béninoise des droits de l'homme. C'était également, ça revenait depuis plusieurs années déjà, où on demandait au Bénin de pouvoir mettre en place une INDH, une institution nationale de défense des droits de l'homme, propre au Bénin, vous voyez. Et donc cette recommandation-là est arrivée à plusieurs reprises, et conformément au principe de Paris, le Bénin avait adopté en 2012 une loi, il y avait un décret d'application qui avait été pris normalement, mais la commission n'était pas installée. Il y avait tous les assurances juridiques qui étaient déjà là depuis 2012-2013, mais la commission n'était pas installée. Mais voilà, on a fait tout ce plaidoyer-là, on s'est mobilisé et tout, et finalement également en 2018, fin 2018, le gouvernement a fini par installer cette commission-là, les associations de défense des droits de l'homme, des droits des femmes, les médecins, les gens ont pu faire les élections en leur sein et désigner leurs représentants au sein de cette commission-là. Ils ont élu leurs représentants devant siéger au sein de cette commission-là. Et le chef de l'État, après a pris le décret de nomination, ils ont prêté finalement serment
devant les membres de la constitutionnelle, je crois. Et donc, c'est également une avancée, la mise en place. C'est un fait que de mettre en place la commission des droits de l'homme. Ce serait un autre fait également à la titre du gouvernement si on faisait tout pour rendre cette commission véritablement indépendante, active et indépendante, c'est-à-dire en lui donnant tous les moyens de son fonctionnement. Parce que la commission, si elle doit avoir tous les moyens de son fonctionnement, sera l'une des commissions les plus puissantes qui puisse exister. Parce que la loi qui crée la commission donne quand même des prérogatives à la commission de pouvoir documenter, se prononcer sur des questions de droits de l'homme, et elle n'est assujettie à aucun pouvoir. Et aujourd'hui, depuis sa création, où en est-on? Alors, depuis sa création, on va dire aujourd'hui que la commission travaille tant bien que mal. Ils ont sorti leur premier rapport sur la situation des droits de l'homme au Bénin en 2019. Je crois que ce rapport est disponible, je pense, sur le site de la commission. Et donc, c'est ce qu'on demande, mais il faut travailler dans la durée à autonomiser réellement cette commission-là, leur donner les moyens de faire le travail, de documenter la situation des droits de l'homme et de sortir des rapports vraiment basés essentiellement sur les violations des droits de l'homme et également sur les avancées qu'on noterait sur la période de sortie des différents rapports. Alors, vous avez noté sûrement également, sinon il y a eu d'autres avancées aussi. Oui, une autre avancée, je ne sais pas s'il faut dire avancée dans le vote de la loi, mais après le contenu de la loi pose problème aujourd'hui parce que vous n'êtes pas sans savoir que le code pénal tel qu'il est, c'est le code pénal qui a été finalement adopté en 2018. Vous savez, avant cette période-là, le Bénin avait un code pénal qui date de la période coloniale. Et donc notre code pénal n'était plus aux normes, il y avait beaucoup de faits et de situations qui n'étaient plus en adéquation avec nos réalités d'aujourd'hui. Et donc il fallait avoir un code pénal béninois qui régisse nos aspects propres et tout, et qui intègre les exigences internationales en matière de protection et de défense des droits de l'homme. Et ça a été fait. Le code pénal a été voté, oui. Mais le contenu pose problème, parce que le contenu aujourd'hui, vous allez voir les manifestations, le régime des manifestations aujourd'hui pose problème. Vous savez, en droit international, il est dit que la liberté de manifestation est un droit fondamental de l'être humain. Et donc, on ne devrait pas normalement avoir besoin d'une autorisation avant de manifester. Oui. Et donc, aujourd'hui, dans notre code pénal, il faut se poser la question si on est en train de respecter le droit international en disposant de tout ce qu'on a disposé dans le code pénal. Aujourd'hui, dans le code pénal du Bénin, les attroupements sont criminalisés. Oui. Les manifs spontanés, vous voyez. Donc, dans ce contexte-là, restrictif des libertés publiques, dont la liberté de manifestation, notamment, les gens ne pourront pas s'exprimer dans l'espace public. Et ça n'a pas tardé avant de montrer les conséquences de ce code que nous appelons de tous nos voeux à la relecture, pas l'entièreté du code, mais ces dispositions qui sont ça a été fait pour le code du numérique. Exactement. Mais sur ce code pénal-là, vous allez voir, il y a des infractions prévues dans le code pénal qui ne sont pas, des dispositions prévues dans le code pénal qui ne sont pas en adéquation avec le droit international et qu'il sera important de revoir le plus rapidement possible, parce que ce sont ces lois-là qui ont conduit le peuple béninois, enfin, qui ont conduit à des violences électorales en 2019. On a vu des gens qui ont été arrêtés dans la rue pour violation du code pénal. On a vu des députés à l'Assemblée nationale qui ont été arrêtés dans la rue en train pour violation du code pénal. Vous connaissez le cas de Sani Libatou Blélé, par exemple, qui a été arrêté au marché de Wando en avril 2019, soupçonné d'organiser une manifestation non autorisée et tout. Joseph Aïmassé, le syndicaliste de la CSTB, qui a été arrêté, qui a fait la prison pour violation de ce code-là et tout. Donc, c'est des situations qu'on ne devrait pas vivre normalement, et donc il serait vraiment intéressant et très, très bien de pouvoir relire rapidement ce code pénal-là. Aujourd'hui, vous allez peut-être entendre des gens dire « Moi, je n'aimerais plus vraiment aller dans les médias parler, parce qu'avec ce code pénal, on n'arrive plus à faire la démarcation entre l'appel à la mobilisation citoyenne et l'appel peut-être à la violence. Ça dépendra de qui lit la disposition de ce code pénal-là. Et donc, on pourrait m'interpeller et me coller une infraction prévue dans le code pénal. Donc, voilà autant des dispositions qu'il faut revoir, harmoniser le code pénal avec le droit international, parce que le Bénin ne pourra pas vivre en autarcie.
On ne pourra pas vivre en autarcie, même si on le voudrait, parce que le Bénin est allé ratifier des accords, des conventions au niveau international. Il sera important que dans notre arsenal juridique interne, qu'on implémente ces accords-là, qu'on les mette réellement en application, en œuvre dans nos lois nationales. Le pacte sur la sécurité politique reconnaît la liberté de manifestation, la liberté d'expression également, et donc il sera important que nos lois au niveau national protègent ces différentes libertés-là de façon à permettre aux gens de pouvoir s'exprimer dans un espace civique et démocratiquement. Alors, Monsieur Glory Syriac, vous me permettez de faire ma transition facilement et d'aborder la question du recul des droits humains aujourd'hui au Bénin sous le régime de Talon. On a vu des privations de liberté, on a vu la liberté d'expression mise à mal, on a vu des arrestations arbitraires, on a vu de la violence électorale, il y a eu plein de choses. En 5 ans, quel bilan faites-vous Alors, en 5 ans, le bilan n'est pas élogieux en matière de droits humains, oui. Des droits fondamentaux de la personne humaine. Ce n'est pas du tout élogieux et il est important de le dire pour que les uns et les autres puissent se donner des challenges pour les 5 prochaines années à venir. Il est important. Absolument. Parce que le regard qu'on a vu des droits humains au Bénin de 2016 à 2021 n'est pas un bon visage. Et nous, on a eu à le rappeler dans nos différentes positions depuis 2016. Souvenez-vous, en avril 2016, on a sorti une tribune parue dans l'hebdomadaire Jeune Afrique où on demandait déjà au président Patrice Talon, qui venait de prendre le pouvoir, de faire des droits humains son cheval de bataille pendant ces 5 ans-là, notamment de protéger la liberté de manifestation, les droits des journalistes et tout. Donc, déjà le 6 avril, on avait déjà demandé au chef de l'État de faire ça. Apparemment, il a tout fait sauf vous écouter. C'est ce qu'on a vu dans les faits et actes posés qu'on n'a pas été écouté. On a l'impression qu'on n'a pas été écouté et les faits nous donnent raison parce que vous allez voir dans les premiers mois de 2016, on a eu cette intrusion-là dans la liberté d'association. Parce que le gouvernement va prendre un décret qui va suspendre les associations estudiantines d'activité, alors que le droit international dit en matière d'association et de liberté publique, c'est une loi qui doit réglementer, pas un décret, pas un acte de gouvernement. Et donc, on avait déjà dénoncé en ce temps-là, et heureusement, quelques mois plus tard, la constitutionnelle d'alors avait déclaré contre la Constitution une telle intrusion de l'exécutif dans le milieu associatif. Et donc, voilà un premier acte posé quelques mois après l'arrivée de ce gouvernement-là. Et donc, par la suite, on a vu des faits s'enchaîner, des faits de recul s'enchaîner. On a vu des médias qui ont été fermés arbitrairement, sur lesquels on a réagi. On a dit, fermer un média est un acte suffisamment grave et important qu'il faut le faire après une décision de justice. Ça ne doit pas être une décision administrative. Il faut que ça soit une décision de justice qui décide de la suspension d'un organe de... Et à cette heure, il n'y a pas de décision de justice. Il n'y a pas de décision pour les 5, 6, 7, 8, je pense, organes de presse suspendus pendant la période en 2016-2017. Ce n'était pas une décision de justice. Je pense que c'était la HAC qui avait pris la décision de la suspension. Et donc, c'est des faits qu'on a pu documenter sur cette période-là. Et on a rappelé que l'existence des médias libres et indépendants est consubstantielle à la démocratie. Il faut que les médias soient suffisamment libres et indépendants pour pouvoir jouer le rôle de la démocratie. Mais ça, on n'avait pas été écouté. Alors que également, dans notre arsenal, au niveau régional en Afrique, on a la déclaration de la Commission africaine sur la liberté d'expression. Et on a dit que l'existence des médias est importante pour la démocratie. Et que les systèmes d'enregistrement, d'autorisation ne doivent pas avoir autre but que administratif. Et donc, si on ne doit pas suspendre un média parce qu'un média ne serait pas enregistré donc il faut trouver des moyens proportionnels pour pouvoir appeler les gens si tant est qu'on veut réglementer. On a dit il faut une loi pour le faire et que les moyens que la loi doit utiliser pour amener les gens à le faire doivent être nécessaires et proportionnels également. Donc voilà un peu ce qu'on a pu voir dans les premières heures. Après, il y a eu l'étape des lois restrictives qui est arrivée. 2017-2018, on a vu le code du numérique qui est arrivé, on a vu le code pénal est arrivé, la loi sur le renseignement également est arrivée. Le code sur le numérique, on en a suffisamment parlé ces 2 dernières années, dans ces aspects restrictifs des libertés publiques.
le code du numérique en lui n'est pas un mauvais instrument de développement, c'est un très bon instrument de développement. Mais le contenu en matière de liberté publique pose problème. Et donc aujourd'hui, avec le code du numérique, on a fait un rétro-pédalage parce que quelques années en arrière, en 2015, on avait adopté un code de l'information et de la communication qui avait dépénalisé les délits de presse au Bénin. C'est-à-dire un journaliste ne peut pas faire la prison parce qu'il a publié des nouvelles. Aujourd'hui, avec la modification intégrée au code du numérique, où en est-on? Même avec la modification intégrée du code du numérique, on a vu que les articles incriminés n'ont pas été touchés. Et donc, les articles incriminés à partir les dispositions pénales sur à partir de l'article 548 et suivant, on a vu que ces articles n'ont pas été touchés fondamentalement. Et donc, il sera important, c'est ce que nous on a dit en janvier 2020, quand on sortait un document de principe sur la documentation des cas de 17 personnes qui ont été poursuivies en moins de 2 ans pour violation du code du numérique. On a dit il sera important que le Bénin relise le code du numérique qui, au fond, n'est pas un mauvais instrument, qui est un bon instrument, mais les dispositions liberticides contenues dedans doivent être relues et revues de façon à l'harmoniser avec le droit international, notamment le pacte sur les droits civils et politiques qui reconnaît le droit à la liberté d'expression, le droit d'accès à l'information et le droit d'aller chercher l'information et de la répandre par tous les canaux possibles. Et donc, c'est ce que le droit international dit et il sera important qu'on le fasse. Et également, peut-être, il faut le rappeler à chaque fois parce que nos gouvernants, peut-être, il ne faut pas penser tout de go qu'ils sont peut-être de mauvaise foi. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Et normalement, quand vous ne connaissez pas, il n'y a pas de honte à avoir que d'aller demander aux gens de vous expliquer comment est-ce qu'on fait dans ce domaine. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est même une grandeur d'esprit que d'aller voir des gens pour demander à ce qu'on vous aide à légiférer dans notre domaine qui intéresse les libertés et tout. Donc il sera important de le faire parce que les droits qui bénéficient d'une protection hors ligne doivent bénéficier de la même protection en ligne. Il n'y a pas de distinguo à faire. Donc il serait important que les gouvernants l'intègrent et c'est nous ce que nous faisons également à travers l'éducation aux droits humains. Et nous on a tout le temps marqué notre disponibilité à accompagner les uns et les autres dans l'information souvent et surtout et la formation également. Donc sur ce code numérique, voilà le problème que ça pose. Attention, on n'a jamais dit qu'il ne faut pas poursuivre un journaliste qui a mal fait son travail. Parce que les gens vont vous dire, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Au nom de quoi on va poursuivre un médecin qui a mal fait son travail, on va poursuivre un journaliste qui a mal fait son travail? Il faut être clair. Et c'est l'occasion peut-être de le rappeler aussi. Il n'a jamais été dit de ne pas poursuivre un journaliste qui a mal fait son travail. Poursuivre un journaliste qui a mal fait son travail, est prévu par le Code de l'information et de la communication et par le droit international également. On a dit, le journaliste ne doit pas faire la prison parce qu'il a publié des nouvelles. On n'a pas dit de ne pas le poursuivre civilement. Pour le poursuivre civilement, et les gens l'ont fait, et le Code de l'information et de la communication prévoit également les voies et moyens pour le faire. Il y a ce qu'on appelle le droit de réponse que la personne diffamée peut exercer, ou poursuivre tout simplement le journaliste au plan civil devant le tribunal. Et le tribunal pourra condamner le journaliste à réparer le tort causé à autrui. Et donc, imaginez par exemple, un journaliste qui va diffamer quelqu'un. Et la personne décide de le poursuivre au plan civil au tribunal, ce qui est tout à fait normal. Le juge va finir par une décision et constater la culpabilité du journaliste. On dit, dans votre parution du 12 mai, vous avez diffamé M. Tantampillon. Et donc, vous devez réparer. Et dans la réparation, c'est que pendant 2 semaines, pendant 1 mois, vous allez mettre en manchette de votre journal, notre article du 12 mai était un article faux et nous demandons nos excuses à M. Tantampillon pour l'avoir diffamé. Pensez-vous que ce journaliste-là, condamné aujourd'hui à rectifier le tort ou à reconnaître son erreur, pensez qu'il sera encore crédible aux yeux de l'opinion? Son audience va chuter. C'est des sanctions proportionnelles qu'il faut normalement utiliser quand on est dans un état de droit pour amener les gens à bien faire leur travail. Parce que il nous a été fait le procès dit que Amnesty il demande à ce qu'on ne poursuive pas les journalistes alors qu'ils font mal leur travail, ils vont diffamer, ils vont dire du faux sur des personnes et ils veulent qu'on les protège en plus. Donc, c'est sur ça que je voulais vraiment lever le distinguo. Il n'a jamais dit de ne pas poursuivre un journaliste. On peut le faire, mais il faut le faire dans le respect des règles établies. Et c'est extrêmement important. Un journaliste ne fait pas la prison parce qu'il a publié des nouvelles. Et on a vu récemment les cas de Ignace Sossou qu'on ne rappelle plus. C'est un cas vraiment malheureux
qu'on n'aurait jamais dû vivre. Ignace Sossou n'aurait jamais dû faire une seconde en détention. Malheureusement, il a été contraint de faire la détention. Et il y a son confrère Kazmi Peyo qui est également devant la criette depuis bientôt 2 ans, on va dire. Son procès a été reporté plus de 14 fois. Voilà des situations qu'on a pu documenter et sur lesquelles il est important que l'on change dans. Un autre point de recul, toujours en matière de droits humains. Alors, sur d'autres reculs qu'on a pu documenter aussi, c'est sur l'usage excessif de la force et les questions d'impunité. Vous allez voir sur les violences électorales d'avril 2019, avril-mai, juin 2019, des citoyens béninois ont perdu la vie. Oui. Ils ont perdu la vie. Nous, on a pu documenter à l'Amnesty International au moins 4 décès de Béninois, dont une dame qu'on appelle Pounès Amoussou, décédée dans la nuit du 1er au 2 mai à Cameroun. A d'ailleurs fait un grand combat à ce niveau-là. Même actuellement, on est toujours en train de travailler sur son cas, sur le cas de Pounès Amoussou, qui a reçu une balle qui lui a transpercé la poitrine, qui en est décédée. Elle était mère de 7 enfants. La dernière n'avait que 5 mois. Quand elle est décédée, elle était encore au bébé au sein, quand sa maman est décédée. Aujourd'hui, la famille n'a pas encore obtenu réparation, elle n'a pas encore obtenu justice. Et on a vu dans la foulée une loi d'amnistie qui a été votée, qui nous, de notre point de vue, Amnesty International, empêche les victimes de violations des droits de l'homme de la période-là d'avoir justice et réparation. Vous n'êtes pas d'accord avec? Nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette loi d'amnistie-là, en tout cas dans sa forme présentée et votée. On a dit une loi d'amnistie, d'accord, mais il faut enlever les auteurs de violations des droits de l'homme de cette loi d'amnistie-là, c'est-à-dire que ces auteurs-là ne soient pas couverts par cette loi d'amnistie. Il faut pouvoir mener une enquête indépendante, situer les responsabilités et punir et donner une réponse efficace aux familles qui attendent jusqu'à aujourd'hui que l'État donne une réponse sur les violences électorales de mai et qui ont abouti à des pertes en vie humaine, dont des proches de leur famille. Donc il y a cette loi d'amnistie votée en octobre 2019 qui est toujours aujourd'hui en vigueur. Nous on est heureux, on a été heureux la dernière fois quand la Cour africaine est revenue sur cette décision-là et a demandé à ce que le Bénin retire cette loi de circulation pour que les familles puissent obtenir justice et réparation. On a demandé pour la famille de Poudens et pour toutes les autres victimes des violences électorales 2 choix de justice. Une justice au plan civil et une justice au plan pénal. C'est-à-dire les auteurs, ceux qui ont contribué ou bien ceux qui ont participé activement à ce résultat-là, soient connus et punis conformément à la loi et au droit international. Et également au plan civil qu'il y ait une réparation conséquente. Aucune somme d'argent ne pourrait remplacer la place d'une mère auprès d'un enfant, auprès des enfants. Mais il sera quand même important que l'État donne une réponse vraiment conséquente, structurelle, pour que l'on n'arrive plus à vivre ce genre de choses. Et c'est ce qu'on demande également en troisième position, que les gouvernants nous donnent des garanties de non-répétition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui qu'à l'approche peut-être des élections présidentielles, qu'on ne va pas revivre ce genre de situation. Il est important que l'État donne une réponse structurelle, c'est-à-dire en garantissant justice pour les familles et en promettant que ça ne va plus se reproduire. Parce que, vous vous rappelez, pendant la période, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a reconnu sur Radio France Internationale qu'il y a eu usage d'armes létales et que l'ordre n'aurait pas été donné et qu'il y allait y avoir une enquête interne pour pouvoir situer les responsabilités. Mais jusque-là, on n'a rien su, on n'a pas eu d'informations, en tout cas rendu public, qui situerait les responsabilités, qui nous dirait que telle personne a été responsable. Alors, dans cette même période, on a vécu la coupure de l'Internet. Nous sommes à l'orée de nouvelles élections et tout. Déjà, parlons de la dernière, des conséquences pour le Bénin en matière de droits de l'homme et mettons en garde aussi. Oui, absolument. Ce qu'on a vécu en 2019 avec les élections législatives était inédit. Jamais Internet n'avait été coupé au Bénin du renouveau démocratique lors d'une élection jusqu'alors, jusqu'en avril 2019. Nous, on avait déjà pressenti des sortes de violences, des événements, et on avait déjà alerté à travers 2 communiqués. Le communiqué du 26 avril qui est venu rappeler aux autorités béninoises leurs obligations en matière de protection des droits de l'homme sur le territoire national,
en mettant en garde sur les violences qu'il y a eu à Kiribati déjà en février 2019 et après les arrestations, les manifestations interdites à Parakou, à Porto-Novo, à Cotonou et dans le Zou et tout. Et ça n'avait pas raté parce que le 28 avril, le jour du scrutin, on a vu finalement que Internet a été coupé et que personne ne pouvait communiquer pendant une bonne partie de la journée électorale. Personne ne pouvait communiquer et c'était un jour, je dirais un jour noir pour la démocratie béninoise. On a documenté ça et on a demandé le jour-là même, avant que la nuit ne tombe sur Cotonou, que le blocus sur Internet soit levé et que les gens puissent communiquer parce que le droit d'accès à Internet également est un droit fondamental de l'être humain. Et ça, on a vu que ça empêchait tout le monde de communiquer. Les journalistes ne pouvaient pas communiquer librement, ne pouvaient pas faire leur travail. Les parents ne pouvaient pas se joindre par WhatsApp parce que nous sommes dans un pays où les gens communiquent beaucoup par WhatsApp. Et donc, l'accès aux réseaux sociaux également n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas Internet. C'est des faits qui ne sont pas, qu'on a documentés et qui symbolisent les reculs que nous avons notés sur la période 2016-2021. Est-ce que vous pensez qu'avec les garanties de consensus faites par le président Patrice Talon lors de son discours sur l'état de la nation, de fête électorale et tout, que tout le monde, qu'il y aura des élections inclusives et tout, vous pensez que on risquerait encore de voir Internet coupé? Ce n'est pas notre souhait. Le souhait dans des états de droit démocratique, c'est que les gens puissent avoir accès à Internet et communiquer librement. Et le président de la République a dit qu'il y aura une fête, il y aura une joie autour des élections. Mais le contexte reste ce qu'il est. C'est notre plus grand souhait. Mais malheureusement, les mêmes lois qui ont conduit les Béninois dans les rues en 2019 sont toujours en vigueur. C'est le code pénal qui n'a pas été touché d'un iota. C'est le code du numérique qui est toujours en vigueur. Et donc, sur lequel on peut arrêter des gens qui ont communiqué sur Internet et tout. Donc voilà, les mêmes lois sont toujours en vigueur et il sera important peut-être à l'approche de l'élection présidentielle de revoir ces lois-là et de permettre aux gens de pouvoir manifester librement, de pouvoir communiquer librement et tout. Et également, il sera important de pouvoir déjà travailler à répondre efficacement aux familles qui attendent réparation et justice depuis les violences de 2019 et qui n'ont toujours pas obtenu justice jusqu'à aujourd'hui. Ce ne sera que ces actes-là qui montreront quand même l'état d'esprit dans lequel nous allons aller vers l'élection présidentielle. Il sera important quand même de pouvoir le faire. On a tellement de choses à dire par rapport au contexte des droits de l'homme qui pourraient favoriser, dont l'amélioration pourrait favoriser de vivre de bons moments et tout. Mais malheureusement, le contexte législatif, le contexte restrictif également nous amène à avoir des doutes. On espère vraiment qu'on va vivre de très bons moments dénués de violation des droits de l'homme pendant la période. C'est tout notre souhait. Le régime de Patrice Talon est également brillé par le non-respect des décisions des instances juridiques internationales et tout. Parlons-en. Sur la période 2016-2021, on a noté également sur le volet accès à la justice des reculs aussi. Parce que le Bénin a, en mars 2020, rendu public son intention de retirer aux individus et aux ONG le droit de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre le Bénin. Malheureusement, nous on a dit, alors que le Bénin a déclaré son intention, que c'est un acte de recul en matière de liberté fondamentale parce que le droit d'accès à la justice est un droit fondamental de l'être humain. Les gens doivent avoir accès à la justice, c'est-à-dire les mécanismes de protection des droits de l'homme au niveau régional et international constituent en quelque sorte le dernier rempart face à l'arbitraire au sein des États. Et donc, quand les gens n'ont pas raison au sein de leurs États, qu'ils aient la possibilité de pouvoir rester devant la justice régionale ou internationale, pouvoir faire entendre pour entendre dire ces auditions-là, leur raison. Mais malheureusement, aujourd'hui, en mars 2021, si rien n'est fait, le Bénin va quitter la Cour africaine, va retirer définitivement aux individus et aux ONG le droit de saisir directement cette Cour africaine-là. Et vous allez voir, ce qui est proposé, c'est que non, le Bénin ne quitte pas la Cour africaine, mais on retire juste le droit aux individus de saisir la Cour africaine. D'accord,
on nous dit après, vous pouvez saisir la Cour africaine en passant par la Commission. Mais c'est une fausse thérapie. C'est une fausse solution parce que vous allez voir, en autant d'années d'existence, 10 ans de collaboration entre la Cour africaine et la Commission africaine n'a saisi la Cour africaine que 3 fois. En 10 ans. La Commission africaine n'a saisi la Cour africaine que 3 fois et c'est la solution qu'on donne aujourd'hui aux Béninois de passer par la Commission pour pouvoir saisir la Cour africaine. La Cour africaine a reçu, en autant d'années d'existence, je crois, 295 recours. Et 278 recours viennent des individus. Vous voyez, 278 recours viennent des individus et c'est seulement 3 qui viennent de la Commission africaine. Et je pense que 14 recours viennent des ONG qui saisissent également la Cour africaine. Donc, nous, on considère qu'il ne sert à rien de mettre à mal ce mécanisme régional-là qui est quand même aujourd'hui l'une des meilleures réponses face à l'arbitraire au sein des États africains. Donc, il est important de travailler, de tout faire pour que le Bénin revienne sur sa position. C'est encore possible de le faire. Mars 2021, c'est dans 2 mois. On peut encore le faire, revenir sur notre position et donner la possibilité, c'est même droit des individus d'avoir accès à la justice régionale, de permettre aux individus de pouvoir continuer d'avoir accès à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et également de mettre en œuvre les décisions de la Cour africaine. Parce qu'on a vu sur la période aussi qu'il y a eu pas mal de décisions de la Cour africaine qui sont restées non appliquées jusqu'à aujourd'hui. Et plutôt controversées, des décisions plutôt controversées. Oui, vous savez, ce qui est évoqué à chaque fois, c'est les questions de souveraineté. Quand les décisions n'arrangent pas, souvent on parle de souveraineté. Mais laissez-moi vous dire qu'en droit international des droits de l'homme, les questions de souveraineté ne tiennent pas. Parce que l'État qui va ratifier librement une convention abandonne, accepte de se soumettre à cette convention-là, abandonne une partie de sa souveraineté au profit de cette convention-là qu'il vient de ratifier. Et donc, on ne peut pas après dire que pour des raisons de souveraineté, on ne va pas appliquer une décision de justice, une décision d'un organe régional de protection. Vous savez, la Cour africaine est un organe de l'Union africaine. Et donc, quand on refuse de ne pas appliquer une décision de la Cour africaine, c'est qu'on refuse de ne pas appliquer une décision de l'Union africaine. Et c'est pas bien. Nous, on espère qu'avant mars 2021, que le Bénin reviendra sur sa position et permettra aux individus de pouvoir continuer toujours à saisir la Cour africaine. On a vu également l'opposition politique très embrigadée et tout. Vous avez noté des reculs en matière de droits de l'homme à ce niveau? Alors, nous, on a noté, malheureusement, comme tout le monde, que les élections législatives d'avril 2019 ont été faites sans les partis d'opposition. Dans une démocratie, normalement, on doit avoir tous les sons de cloche réunis au sein d'un Parlement, parce que le Parlement représente le peuple en quelque sorte. Donc, il est important que ça ne soit pas une seule voix qui encense un chef de l'État qu'on entend dans un Parlement, mais qu'il y ait toutes les voix qui soient représentées. Malheureusement, le contexte politique de l'année passée, nous on a pu de l'année surpassée, en 2019, on a pu documenter, on a vu aucun parti de l'opposition n'avait pu participer à ces élections-là. C'est la première fois que ça arrive au Bénin du renouveau démocratique et c'est des choses qui ne sont pas... qui entachent quand même. Qui entachent l'image de marque, parce que le Bénin, vous savez, le Bénin n'a pas d'or, on n'a pas de diamant. Ce que nous vendons au monde entier, c'est notre démocratie. Et il est important de travailler à sauvegarder cette image-là. Et ça passe par l'acceptation de toutes les voix dans l'espace public. Ça ne soit pas une seule voix qui encense, mais également que des voix qui s'opposent également soient autorisées à s'exprimer et s'exprimer au plus haut niveau de la politique, c'est-à-dire au Parlement. Alors, puisque nous sommes à la veille d'élections présidentielles au Bénin, quelles sont les craintes de Amnesty International en matière de violation des droits de l'homme? Les moments d'élection également sont des moments où les droits humains sont souvent mis à mal. Parce que vous allez voir, selon que l'on soit dans un pays qui ne reconnaît pas les droits fondamentaux, bien qui n'autorise pas les citoyens à manifester, on va interdire aux gens de manifester librement alors qu'ils ont envie de manifester, de dire leur ras-le-bol et tout. Et donc il sera important de tout faire à l'approche ou bien pendant la période électorale, parce qu'il y a une période préélectorale,
pendante et une période post-électorale. Pendant cette période électorale-là, il est important de tout faire pour que aussi bien les partis de l'opposition et les partis de la mouvance, et même ceux qui n'ont pas d'opinion sur la vie politique, puissent s'exprimer. Il est important de travailler à ce que les gens ne soient pas empêchés de s'exprimer à travers, soit parce qu'il y a un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral ou un décret ou un arrêté ministériel qui interdirait aux gens de pouvoir manifester. Ce n'est pas des choses qu'on aimerait voir dans un état de droit. Et donc, à l'approche des élections, il est important que les gouvernants aient ça à l'esprit, permettre aux gens de pouvoir manifester librement. Même en temps de Covid, les gens peuvent manifester aussi, mais en mettant en application, en respectant les mesures barrières et tout. On a vu les gens ont pu le faire ici et ailleurs également. Donc, il faut trouver des moyens proportionnels pour permettre aux gens de manifester. Il sera extrêmement important de le faire. Également, s'exprimer aussi. S'exprimer à travers les manifestations, s'exprimer à travers les écrits sur Internet et dans la presse également, parce qu'on a dit que les droits qui bénéficient d'une protection hors ligne doivent bénéficier de la même protection en ligne. C'est une exigence internationale du pacte sur la civile politique et des mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme, notamment la déclaration sur la liberté d'expression en Afrique et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples également. Donc il sera important de le faire parce que notre image que nous vendons tout à l'heure, je l'ai dit, au monde entier, c'est notre image démocratique. Il sera important que ce soit chez nous, que nous respections ces valeurs-là partagées et que les gens puissent continuer à s'exprimer dans l'espace civique, dans l'espace public, sans crainte d'être arrêtés. Alors, Laurie Syriac, nous rentrons dans la dernière ligne droite de cette émission. Quels seraient les enjeux, quels seraient les défis à relever pour Patrice Talon s'il devrait revenir pour un second mandat? Alors, en matière de droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, on ne va pas dire pour Patrice Talon, parce que on va dire pour le prochain président devra également mettre les droits de l'homme au cœur de son mandat. Parce qu'on a vu ces dernières années qu'on a eu pas mal de recul en matière de droits de l'homme, même s'il y a eu quelques avancées qu'on a pu énumérer à l'entame. Il sera important que les 5 prochaines années, que les droits de l'homme soient mis au cœur de la gouvernance. Il y a un article 40 de la Constitution qui fait de l'éducation aux droits humains de chaque citoyen un droit bien à la charge de l'État. C'est-à-dire l'État doit s'assurer que toutes les composantes de notre société soient éduquées aux droits humains. Ça fait plus de 30 ans que cet article-là est là, mais on n'implémente pas ça à suffisance. Il sera important que le quinquennat 2021-2026 soit un quinquennat basé uniquement sur la protection et la promotion des droits de l'homme. Que les gens puissent avoir le droit de manifester, que les gens puissent avoir le droit de s'exprimer, et que les droits économiques, sociaux et culturels également soient protégés et mieux promus, on va dire. Donc, voilà ce qu'il faut dire, que les gens, les uns et les autres puissent avoir le droit de dire ce qu'ils pensent sans crainte d'être arrêtés. Que nos lieux de détention, voilà également un aspect sur lequel peut-être on n'a pas encore parlé. Vous savez, les lieux de détention au Bénin, peut-être on a eu quelques avancées aussi ces 5 dernières années, mais ce n'est pas encore ça. Nos prisons restent surpeuplées et il sera important de travailler à désengorger nos prisons. Vous savez, on est actuellement en période de pandémie, en période de Covid, et on avait demandé au gouvernement du monde entier de désengorger les prisons, de libérer les détenus qui arrivent quand même en fin de peine, et également les plus vulnérables également de les libérer, parce que dans un lieu de détention où la promiscuité règne, il est important de ne pas faire le nid à la propagation du coronavirus. Et donc, des gouvernements nous ont écoutés. Au Bénin, le gouvernement a pu libérer 411 détenus, environ 400 détenus, et c'est un fait qu'on peut saluer, mais on pouvait aller au-delà. Quand on sait qu'on a des milliers de détenus dans nos prisons, et donc on pouvait faire mieux. Donc, le quinquennat 2021-2026 doit être un quinquennat basé uniquement sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Aussi bien les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels. Tout le monde doit pouvoir trouver son compte et qu'il y ait une répartition équitable des richesses. Que l'accès à l'éducation soit une réalité.
C'est-à-dire, quand on parle d'accès à l'éducation, il y a l'effectivité du droit d'accès à l'éducation, et il y a après, on a de l'effectivité, il doit avoir également l'accessibilité aussi. Il y a l'accessibilité, on parle ici que les gens aient le moyen pour inscrire les enfants à l'école et que les écoles soient vraiment plus proches des domiciles des enfants. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de pouvoir faire des kilomètres avant d'avoir accès à l'éducation, avant de pouvoir se rendre à l'école. Idem pour les centres de santé. Il est important que les centres de santé se rapprochent plus des populations. C'est-à-dire que les gens n'aient pas besoin de faire des kilomètres avant de pouvoir trouver un médecin pour les soigner. Donc, également, sur le prochain quinquennat, voilà des défis que nous devons impérativement relever. Un dernier point pour finir. Est-ce qu'au finish, Amnesty International, autant au Bénin que dans le monde entier, ne reste pas un peu trop dans une bulle où tout va bien? Parce que tous les pays presque s'identifiaient à un certain modèle qu'on a vu en plein déclin là, tout récemment. Aujourd'hui, est-ce que en matière de droits de l'homme, en matière de droits humains, il ne faut pas plutôt revoir la chose en fonction des réalités des États? Ce qu'on a vu récemment aux États-Unis, nous on l'a déploré. Ce n'est pas des scènes qu'on doit vivre dans un état de droit normalement. Et donc on a vu que des gens ont été avec des discours qu'on ne devrait pas tenir. Des gens ont pu prendre d'assaut le Capitole aux États-Unis et attenter normalement c'est des scènes qu'on ne doit jamais voir, qu'on a vécu. Et c'est un signal que ça nous lance que la démocratie est une quête permanente, qu'il faut continuer perpétuellement à protéger la démocratie. Nous on le dit à Amnesty International que les droits humains nous protègent, donc on doit travailler à les protéger également. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et moi je voulais dire également, il faut continuer à éduquer les populations aux droits humains. Il ne faut pas penser que parce que cette personne occupe un poste de responsabilité élevé, donc il est soupçonné de connaître ça, de connaître ces règles-là. Les gens peut-être ne connaissent pas. Donc il est important que les gens acceptent d'être éduqués aux droits humains. Il n'y a pas d'âge pour être éduqué aux droits humains. Donc je pense que ce qui est important il est important de faire, de garder à l'esprit, c'est de toujours continuer à éduquer les gens et de dire que la démocratie n'est pas totalement acquise. Elle est une quête permanente et donc il faut toujours travailler à la sauvegarder. Et l'histoire américaine, l'histoire récente des États-Unis nous enseigne à suffisance qu'il faut travailler coûte que coûte à maintenir la démocratie. Votre mot de fin, Loïc Syriac Rosso. Alors, comme mot de la fin, j'aimerais vous remercier déjà, Reporters Bénin Monde, pour ce que vous faites dans le milieu de la presse béninoise. Et également lancer un appel aux autorités béninoises, leur dire qu'il est encore temps, on peut encore faire des choses pour pouvoir améliorer l'image du Bénin. Et ça passe par le règlement de la question de l'impunité, permettre aux gens de pouvoir avoir accès à la justice, de pouvoir obtenir réparation. Je pense aux victimes des violences électorales, les personnes qui ont été arrêtées, ou 64 personnes qui ont été arrêtées. Il y en a parmi eux qui certainement auraient voulu laver leur honneur parce qu'ils ont été arrêtés arbitrairement dans la rue et qui peut-être n'auront jamais l'occasion de le faire parce qu'il y a cette loi d'amnistie là qui empêche les gens de pouvoir poursuivre. Donc il sera important que le Bénin, dans notre quête de redorer le blason de notre image démocratique, il sera important de revenir sur cette question-là, permettre aux gens de pouvoir avoir accès à la justice, revenir sur la décision de pouvoir retirer aux individus le droit d'accès à la Cour africaine. Il faut que le Bénin revienne sur sa décision, permettre aux individus de pouvoir continuer à le faire, à saisir la Cour africaine, parce que avoir accès au mécanisme de protection de l'homme est un droit fondamental et il sera important que le Bénin continue à le faire. Également, sur le code du numérique, il est important de relire le code du numérique dans cette disposition liberticide qui empêche les journalistes de faire le travail, mais qui autorise désormais la poursuite des journalistes au plan pénal, et ce qui n'est pas du tout normal dans un état de droit démocratique. Il sera également important aussi de travailler à rendre l'environnement, l'espace civique d'expression vraiment assaini et conforme au droit international, que les gens n'aient pas de crainte en s'exprimant à travers Internet ou en dehors d'Internet, qu'ils peuvent se faire, ils peuvent être arrêtés parce qu'ils se sont exprimés et tout. Et également que les manifestations soient autorisées.
On a vu des arrêtés qui sont toujours pendant actuellement à Cotonou par exemple, ou à Porto Novo aussi, où les manifestations sont interdites. Donc il sera important, n'est-ce pas, de pouvoir permettre aux gens de pouvoir se retrouver, de pouvoir manifester librement et de s'exprimer dans l'espace civique. C'est important et c'est tout ça qui fait la vitalité d'une démocratie. Les droits humains au Bénin ces 5 dernières années, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. J'ai reçu Glory Syriac Rosso, coordonnateur médias et surveillance des droits humains à Amnesty International Bénin. Merci de nous avoir suivis. Glory Syriac, merci d'avoir répondu à nos questions.